Les gens n'ont pas donc au menu des débats ce soir dans le 11 entrant, entre des joueurs un peu en manque de puissance physique, entre des joueurs pour certains de plus en plus vieillissants. On se pose la question aujourd'hui de savoir si l'équipe du Cameroun emmenée par Marc Brice n'est pas dans une sorte d'urgence de transition générationnelle, parce que quand on voit quand même ce groupe-là, on a envie de se dire que certes, il y a eu les victoires, ou alors la victoire face au Cap-Vert et le match nul face à l'équipe de l'Angola. Mais après, il faut déjà penser aux échéances qui arrivent. Et toutes sont dans 2 ans. On sera en 2026 déjà. Il y a la Coupe d'Afrique qui va venir cette année 2026. Et aussi la Coupe du Monde, si on s'y qualifie bien entendu dans ces 2 compétitions. Est-ce que ce groupe d'aujourd'hui, tel qu'il est constitué, avec ces titulaires qu'on a vus, et surtout les discutés qu'on a eu, surtout à avoir une profondeur de main de touche, est-ce que ce groupe-là aujourd'hui donne des garanties de pouvoir arriver efficacement en 2026 pour ces 2 grandes échéances? Alors je pense qu'il est important de rappeler le contexte. C'est-à-dire que vous avez un entraîneur qui arrive et il a 2 matchs qui sont couperets. Parce que c'est 2 matchs très importants. Donc je pense que M. Brice a voulu s'appuyer sur des certitudes. Je ne suis pas proche de lui. Donc, il a voulu s'appuyer. C'est-à-dire qu'il a voulu s'appuyer sur des certitudes. Il a voulu un groupe commando. Je pense que après ce groupe commando, et ça, il faut quand même le souligner, c'était le propos introductif. Il faut quand même féliciter aussi bien le groupe, aussi bien le coach, qui ont permis de bien maîtriser ces 2 matchs. Parce qu'on a 4 points sur 6. Donc c'est intéressant. On est toujours premier de poule. Maintenant, par la suite, je pense que c'est là qu'il va commencer le travail. Il est plus qu'urgent d'avoir du sang neuf. En gros, c'est ce qu'il faut dire. Parce que quand vous regardez, surtout sur la ligne d'attaque, je pense que c'est là où le bas blesse. Je ne vois pas un joueur aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde Vincent Boubacar. Il manquait de rythme. C'est pas un mauvais joueur, il manquait de rythme. Peut-être parce qu'il joue pas assez au Beşiktaş d'Istanbul. J'ai vu qu'il a été placé sur la liste de transfert. Mais au-delà, on dit, bon, ok, si Vincent Boubacar n'est pas là, il faut qu'on puisse injecter des joueurs qui soient capables de pouvoir prendre la relève. Bon, malheureusement, ça tarde encore à venir. Mais c'est surtout la ligne offensive. On a moins de tracasseries au milieu de terrain où je pense qu'on a une certaine densification. Sur la ligne défensive, on peut dire que Ngado l'a joué parce que Castelletto n'était pas là. Mais au-delà, quand même, il y a certains joueurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Moukoudi n'a que 26 ans. Jérôme Onguéné, s'il revient à ses standards, ça peut être également une solution palliative. L'autre point qui pose problème, c'est le poste de gardien de but. Parce que si au niveau des gardiens de but, on a André Onana qui se blesse, je crains que le deuxième ne soit peut-être pas la moitié du niveau du gardien titulaire. Donc pour moi, il y a plus qu'urgence d'injecter du sang neuf. Maintenant, il fallait qu'il gère les 2 matchs au risque de me répéter. Septembre, je crois qu'il y aura peut-être certainement des matchs amicaux. Il aura l'occasion. Éliminatoire de la CAN. Éliminatoire de la CAN, autant pour moi. Première et deuxième journée. D'accord. Donc je pense que là, maintenant, il a le temps de travailler beaucoup plus sereinement après la gestion de ces 2 matchs-là. Alors, en préparant l'émission, j'ai relevé 2 critères principaux qui peuvent motiver, n'est-ce pas, l'idée de cette transition générationnelle. Dans un premier temps, il y a d'abord l'usure physique et le poids de l'âge, premier critère. Et le deuxième critère, et pas des moindres, c'est un peu l'incertitude qui pourrait régner autour de la progression dans la carrière de certains joueurs. Alors quand on prend des joueurs, pour certains, je dis n'importe quoi, qui ont peut-être été bons, mais quand tu as un mec comme Martin Onla par exemple, qui aujourd'hui est relégué avec les clubs espagnols Granada, alors on ne sait pas où est-ce qu'il va signer la saison prochaine, et donc il y a une sorte de flou sur l'avenir. Où est-ce qu'il sera dans 2 ans lorsqu'il faudra jouer la CAN et la Coupe du Monde? On n'en sait rien. Il n'y a pas que lui dans cette posture. Les Mouminga Malou sur la gauche, c'est un peu la même chose. Il est aujourd'hui du côté de la Russie, mais tu ne sais pas où il sera dans 2 ans. Et donc, il y a une incertitude aussi à ce niveau-là. Les quelques joueurs qui te donnent quand même des garanties d'être toujours au top dans 2 ans, c'est peut-être Onana, c'est peut-être ou même aussi, tu sais pas, parce qu'aujourd'hui à Rennes, c'est pas le titulaire indiscutable. Et donc, dans 2 ans, tu n'as aucune garantie qu'il sera dans un top club et donc à un certain niveau. Donc tu as peut-être Mbemo qui donne des garanties, tu as Onana, tu as dans une certaine mesure Jason Tchatchoua, parce que Verona il est titulaire quand même aujourd'hui, tu as Noutolo aux États-Unis, il a encore 2 ans de contrat je crois et donc tu es sûr qu'il sera toujours là-bas. Mais pour le reste, des Vincent Boubacar, des Choupo aujourd'hui, des Zambo aussi, il y a de la statue quand même à ce niveau. Baleba, c'est certain aussi. Donc, il y a quand même quelques joueurs comme ça sur lesquels il y a une sorte de flou. Et d'où la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas commencer à travailler déjà sur ce renouvellement-là? Ou alors il faut jouer la gagne directement et se dire que voilà, il faut y aller à fond?
Non, bien évidemment, c'est un mix des deux. Là, comme Dave l'a dit tout à l'heure, il y avait un objectif à très court terme qui était déjà de lancer la machine et de prendre des points parce qu'on avait besoin de points dans l'optique de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Maintenant, le vrai travail doit commencer, à savoir donc à court, moyen et long terme, c'est-à-dire donc les éliminatoires à venir à court terme en septembre. La qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations à moyen terme et à long terme maintenant la Coupe du Monde en 2026. Il va falloir donc trouver le bon équilibre entre expérience, compétitivité et aussi donc la jeunesse qui est très importante aussi dans une compétition. On l'a dit lors d'une précédente émission où on s'est rendu compte lors de ces deux matchs qu'il y a un écart très important entre le 11 entrant et le banc de touche. Et les compétitions, on le sait, elles se gagnent à 18 et parfois à 23 même. Donc il y a un travail qui est à faire de ce côté-là. Il y a des joueurs qui, dans 2 ans, auront 36 ans pour Mike Ngadegadue, 30 ans pour Zambo Anguissa, 37 pour 37 pour Choupo, voilà. 35 cette année, donc 37. 34 pour Aboubakar Vincent, 30 ans pour 32 Abou déjà aujourd'hui. 30 ans pour Castelletto. Donc déjà on se pose des questions, est-ce qu'ils seront là ou ils pourront être là? Est-ce qu'ils devront même être là à cette période-là? S'ils ne sont pas là, il faut déjà préparer cette transition-là parce que ce sont des membres importants tout de même. Ça ne doit pas se faire n'importe comment. On ne doit pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Ensuite, il va falloir donc avoir une colonne vertébrale forte sur laquelle on va pouvoir donc s'appuyer avec maintenant un mélange d'individualité et de colonne vertébrale forte. Tu as un gardien qui est partant. Tu as Wu sur qui voilà, la colonne vertébrale, le secteur part du gardien jusqu'à l'attaquant, et on se rend compte que c'est à ce niveau-là où on a les plus anciens qui sont sur le départ. Donc il va falloir donc pouvoir trouver des solutions palliatives rapides, des joueurs à fort potentiel qui vont peut-être venir s'imposer dans les 2 années à venir pour pouvoir donc venir avec une réelle plus-value. Des profils, il y en a. Maintenant, c'est un travail qui doit se faire. C'est aussi donc par les résultats qu'on va pouvoir aussi convaincre peut-être certains profils. Il va falloir trouver aussi le bon équilibre parce qu'on a toujours ce problème là entre la mixité de ceux qu'on appelle les binationaux et aussi les locaux. Il y a aussi les carrières des uns et des autres qu'il va falloir fixer parce que comme on se dit, on a aussi pas mal de joueurs moyens qui stagnent depuis un certain temps. Est-ce qu'il faut donner la chance à d'autres? Parce qu'on a peut-être vu leur apogée et on se dit que peut-être d'autres peuvent apporter plus. Est-ce qu'il faut aller plutôt sur la continuité et la stabilité? C'est autant de questions qu'il faudra se poser. Ça va passer par les phases qualificatives, mais on espère aussi donc que la fédération pourra aussi tirer les erreurs du passé pour organiser le maximum de matchs amicaux pour qu'on puisse voir le maximum de joueurs pour pouvoir donc arriver avec la meilleure équipe possible en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde, c'est la qualification, ce qu'on espère. Alors Yvan, on sort quand même d'un stage au cours duquel on a vu beaucoup de joueurs se montrer un peu à leur avantage. Des joueurs comme Martin Ola, même si je me dis qu'il y a de l'incertitude sur la suite de sa carrière, mais il est clair quand même qu'il a été l'un des meilleurs lions sur ce rassemblement, et ça c'est indiscutable. Des mecs comme Gade, qui aujourd'hui a l'âge qu'il a, et qui défensivement quand même a été assez bon dans ce stage-là. Abo, le capitaine, qui a marqué des buts, il te met un but et tu fais je crois qu'il met 2 buts contre le Cap-Vert sans être extraordinaire dans le jeu. Alors, quand on regarde tout ça avec des joueurs qui, même s'il y a de l'incertitude sur leur avenir, sont quand même bons aujourd'hui, ce qu'on a envie de se dire, c'est que Marc Brice a quand même du boulot, non? Oui, effectivement, il a du boulot. Avant son arrivée, on savait que le chantier était colossal. Il fallait déjà essayer de construire, une certaine atmosphère de positivité autour de l'équipe. Ça n'a pas été chose simple avec le contexte qu'on connaît, la brouille entre la fédération et le ministère. Mais je pense qu'une des premières réussites de Marc Brice, c'est d'avoir réussi sur très peu de temps à installer un véritable état d'esprit. J'ai écouté la semaine dernière, en début de semaine, je ne sais pas si vous l'avez aussi fait, Zambo Anguissa et Mominga Maleu chez nos confrères de la CATV. Et quand vous écoutez ce qu'ils disent du travail de l'entraîneur en interne, vous comprenez très bien que c'est un entraîneur qui a réussi en très peu de temps à faire
passer sa philosophie auprès des joueurs et qu'il a véritablement l'assentiment des joueurs sur la direction qu'il a envie de donner à cette équipe-là. C'est quelque chose qui me semble être fondamental pour les prochaines échéances, notamment celle de septembre et le chantier de reconstruction et de rajeunissement de l'équipe qui fait l'objet de notre change à l'instant. Effectivement, c'est un chantier qui est colossal parce que la première chose qui saute à l'œil aujourd'hui, lorsqu'on regarde la cartographie des joueurs camerounais à travers le monde, c'est qu'aujourd'hui, si vous enlevez Andrew Onana, qui est un joueur de très haut niveau sur le plan mondial, le Cameroun aujourd'hui, en dehors d'Onana, n'a pas véritablement de joueurs de très grande classe mondiale. Et donc, ça aussi, c'est une composante avec laquelle il va falloir faire. On est sorti un peu de cette génération 2008-2009, où on avait des joueurs qui pilulaient dans les grands clubs, ou le début des générations 2000, avec des joueurs qui étaient dans les plus grands clubs. Aujourd'hui, on a des joueurs camerounais qui sont beaucoup plus modestes, mais avoir des joueurs modestes ne signifie pas qu'on ne peut pas bâtir une équipe solide. À côté de construire une équipe basée sur les individualités, travailler à construire justement un collectif qui est fort, et je pense que c'est la direction que Marc Brice est en train de vouloir prendre avec cette équipe-là. On a vu la CAN en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. On a vu des équipes qui n'ont pas forcément des noms ronflants, l'Angola, le Cap-Vert, d'autres équipes de l'Afrique du Sud qui avaient jusqu'en demi, le Congo, qui n'avaient pas des noms ronflants, mais qui ont réussi à aller jusqu'au dernier carré de la compétition parce que justement, ils ont su bâtir un collectif qui est fort. Donc, à défaut d'avoir des individualités qui sont fortes, je pense que l'entraîneur devra davantage gagner en mettant sur pied un collectif qui est fort, et ça me semble être justement la logique vers laquelle Marc Brice est en train d'aller. Maintenant, sur le rajeunissement de l'équipe, il y a des facteurs qu'on peut maîtriser, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Tu as évoqué quelques cas tout à l'heure avec des joueurs qui sont en situation d'instabilité contractuelle dans leur club et d'autres qui ont des contrats beaucoup plus rassurants. Sauf que même des joueurs qui ont des contrats beaucoup plus rassurants, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans 1 an ou 2. Dave a évoqué le cas de Jérôme Onguene tout à l'heure, qui est un joueur à très fort potentiel, mais qui malheureusement ne peut pas faire parler son potentiel parce qu'il est tout le temps en proie aux blessures et éloigné des terrains. L'autre joueur, c'est Choupo-Moting. Malgré le poids de l'âge, ça reste quand même une des valeurs sûres de cette équipe encore aujourd'hui. Mais sur cette saison, par exemple, ça a été très difficile pour lui parce qu'il n'a pas pu enchaîner les matchs dans les compétitions à cause des pépins physiques. Donc, il y a des facteurs avec lesquels on peut composer, d'autres avec lesquels on ne peut pas composer. Mais je pense que là où Marc Brice gagnerait, c'est de continuer justement, c'est-à-dire la continuité de ce qu'il a commencé à mettre sur pied, bâtir un état d'esprit, de telle sorte que quels que soient les joueurs qui arrivent, s'il y a une ossature, s'il y a un squelette en termes d'état d'esprit, en termes de projet de jeu qui est mis sur pied, l'intégration va être plus facile et ça va être relativement plus facile pour lui de construire un collectif qui va être fort. Alors, vous parlez d'un collectif, de bâtir un collectif, mais il est clair que même le collectif, on le bâtit avec des individualités, parce que c'est une somme de joueurs qui constituent un collectif. Oui, mais Alain Denis, on n'a pas des pieds carrés non plus. On n'a pas des pieds carrés non plus. On a quand même des joueurs qui évoluent dans des clubs respectables, dans les championnats. On a beaucoup de joueurs qui évoluent dans le top 5 des championnats, même s'ils ne sont pas dans des équipes qui jouent les premiers rôles. On n'est pas non plus l'Espagne ou la France. C'est pourquoi je disais dans le terme de propos qu'il va falloir qu'on sorte un peu de ce schéma où on avait été habitué à une certaine époque d'avoir des joueurs de très haut niveau et qui jouent dans des très grands clubs. La réalité aujourd'hui, elle est différente et c'est là où parfois on tire souvent à boulet rouge sur la fédération parce qu'on estime qu'elle est totalement en porte-à-faux avec l'essentiel de sa mission dans le football camerounais qui devrait être centré sur la formation et le football amateur parce que c'est là justement l'abreuvoir de nos sélections nationales et la fabrique des talents et des joueurs d'un certain niveau. Le constat aujourd'hui est qu'on n'a pas des joueurs de ce niveau-là, mais on n'a pas des pieds carrés non plus. On a de quoi faire. La preuve, on a pu battre le Cap-Vert qui a été plus brillant que nous sur la dernière CAN par un score de 4-1, alors que d'emblée, beaucoup de gens ne vendaient pas notre peau chère. Ça veut dire qu'il y a de quoi faire. Il y a de la matière. On n'a peut-être pas des individualités ronflantes comme ça s'appelle le cas de la Côte d'Ivoire ou d'autres nations, mais on a quand même des joueurs qui évoluent à de bons niveaux avec qui on est capable de composer une bonne équipe. Je pense que la problématique n'est pas que camerounaise, elle est africaine. Parce que quand tu enlèves la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, aujourd'hui, tu as des joueurs comme les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly. C'est pas comme si les noms qui arrivent, ce sont des joueurs qui jouent tous au Real de Madrid, à Manchester ou à Barcelone. Donc, effectivement, je rejoins ton propos qui dit qu'à un moment donné, il faut construire un groupe fort à défaut d'avoir des individualités fortes. Et c'est peut-être ce que Marc Brice, c'est certainement ce qu'il doit faire. Parce que tu l'as si bien précisé, on n'a peut-être pas des joueurs qui jouent au Paris Saint-Germain, mais on a quand même des joueurs qui jouent dans des championnats corrects.
c'est pas non plus 60, 80, mais on peut quand même bâtir un groupe intéressant avec ces joueurs. Mais est-ce que le collectif n'est pas aussi dépendant des individualités? Parce que je prends un exemple simple. On voit la France qui va à l'Euro. Tu as Kanté qui n'est pas là depuis très longtemps. On sait que Deschamps, généralement, c'est le groupe. C'est vrai qu'il a bâti le groupe autour de Mbappé aujourd'hui. Mais il reste quand même qu'il est parti chercher un Kanté pour avoir une ossature beaucoup plus compacte, alors qu'il aurait pu faire avec beaucoup d'autres jeunes qui arrivent derrière et faire un groupe beaucoup plus aussi cohérent. Oui, c'est clair que les individualités, ça bonifie l'équipe. Parce que justement, en une action, une individualité peut faire la différence. Mais quand tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, le constat, il est implacable. Je dis que ce n'est pas qu'une réalité camerounaise, c'est une réalité africaine. Où vous allez voir, je prends le cas du Gabon, où chaque jour vous avez Aubameyang qui part, qui revient, parce qu'ils se rendent compte, il a 35 ans Aubameyang. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas un autre joueur aussi talentueux qu'Aubameyang. Je ne dis pas que le Gabon et le Cameroun c'est pareil. J'ai beaucoup de respect pour le Gabon. Mais ce que je veux dire, c'est une réalité africaine. Maintenant, quand tu n'as pas le cheval, tu es obligé de prendre l'âne. Ciao. Parce que je reviens sur la question de l'incertitude. Alors, on demande de bâtir un collectif, mais tu le bâtis avec qui lorsque tu n'as pas de certitude sur le profil de carrière de tes joueurs, sur où est-ce qu'ils seront dans 1 an, dans 2 ans, ou un mec qui est rendu au top de sa forme en équipe nationale dans 6 mois, il va signer dans un club bizarre de 2e division en Espagne et donc tu le perds un peu. Alain Denis, excuse-moi, il y a des variables que tu peux pas maîtriser. Aujourd'hui, tu as un joueur qui brille sous un coach. Il suffit qu'on licencie le coach, un autre arrive, le joueur est blacklisté. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des éléments que tu ne peux pas. Mais là, c'est un choix. Là, c'est un choix du coach. Oui, c'est un choix du coach, mais la conséquence, c'est qu'il ne joue pas. Et il est obligé peut-être d'aller dans un club moins huppé pour pouvoir jouer. Donc, je dis, il n'y a aucune certitude. C'est aussi lié à son niveau, non? Je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu vas Baliba, c'est quoi? Ça fait 20 ans. Tu es au moins convaincu qu'avec Brighton, il va jouer et que s'il part de là, n'importe comment, il te fera au moins 25 matchs par saison. On n'est pas certain. On n'est pas certain. Déjà, je pense aujourd'hui, Deserbi, il est parti. Un nouveau coach qui est arrivé. Quelle est sa philosophie? Quelle est sa mentalité? Ça va être, on est connu, c'est qu'il faut valoriser les jeunes joueurs. Non, mais attends, mais à la fin de la journée, c'est le coach qui décide. Si le coach dit, écoutez, moi je trouve que ce joueur ne correspond pas à la philosophie de jeu que j'ai envie d'implémenter. Le temps qu'il sera là, en tout cas. On est fan de Baleba, on l'adore, ça c'est clair, c'est net. On a au moins te prêter dans un club de moindre calibre et qui on ne sait pas. Honnêtement, tu peux pas mettre ta main au feu. On espère, comme le dit Charles. C'est-à-dire que on espère que, mais tu peux pas. Parlant de Brighton, justement, tu as un cas qui est patent à Brighton. Regarde le jeune Ansu Fati. Il y a 2 ans, 3 ans à Barcelone, tout le monde le voyait comme l'avenir de Barcelone. Tout à fait. Qui aurait prédit qu'Ansu Fati non seulement ne devait pas être dans la continuité à Barcelone, mais que même à Brighton, il n'aurait pas pu s'imposer dans un club qui est beaucoup moins huppé que Barcelone. Oui, mais pour parler de l'Espagne, tu perds Fati, mais tu récupères d'autres jeunes qui arrivent derrière, donc c'est pas le même contexte, non, Yvan? Oui, c'est justement pour dire qu'il y a des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Tu as un jeune comme Carlos Baleba aujourd'hui qui est sur une pente, qui est sur une progression vraiment linéaire dans sa carrière. C'est-à-dire que mais sur une décision de l'entraîneur, sur un feeling, je ne sais pas quoi, le mec se retrouve à ne plus jouer. Ce n'est pas lié à son potentiel. Tu as parlé de Kanté tout à l'heure. Qui aurait imaginé que l'équipe de France, avec Kamavinga, Real Madrid, avec Rabiot, tous ces joueurs-là, Tchouaméni, etc., que Didier Deschamps serait allé chercher N'Golo Kanté, qui est absent de l'équipe de France depuis 2 ans, et qui aujourd'hui évolue dans un championnat qui est moins compétitif que tous les autres là où ils évoluent. C'est pourquoi je parle justement de bâtir un groupe. Parce que Didier Deschamps, lui, par contre, en France, a réussi à le faire. Du coup, quand il ramène Kanté, qui n'est pas là depuis 2 ans, qui n'est pas forcément le milieu de terrain français le plus performant, il connaît l'état d'esprit du groupe, il connaît la philosophie de l'entraîneur, il sait exactement ce que l'entraîneur attend de lui. Du coup, c'est plus facile pour lui de s'adapter. Ouais, mais dans le même temps, chez nous au Cameroun, quand on te ramène un joueur qui quitte de l'Europe pour aller dans ces championnats dits exotiques, nous sommes les premiers à dire que on est parti de rechercher, on est parti. Je veux dire que Kanté, le mec c'est d'abord quelqu'un de très de très attachant, c'est quelqu'un de bien, c'est le bon enfant. Et donc personne ne va bouder, mais je te promets que si tu peux prendre un autre joueur, tu peux prendre un autre joueur. Attention Alain Denis, parce que j'ai regardé quelques matchs de l'Euro. Il y a des joueurs, il y a une forte délégation du championnat d'Arabie Saoudite qui est là. L'attaquant de la Serbie.
Sauf erreur, il est en Arabie Saoudite, il joue à Al Hilal. C'est pas quand même un gros réservoir de footballeurs. Non, mais excuse-moi, je ne sais pas. C'est pas l'Espagne. Oui, mais je veux dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont en Arabie Saoudite, 10 championnats exotiques. C'est parce qu'ils jouent, c'est parce qu'ils sont performants dans leur club. Ils ont été suivis dans leur club qu'à la fin de la journée, ils ont été sélectionnés. Est-ce que finalement, c'est pas faute de mieux qu'on va les chercher? Je ne pense pas que ce soit faute de mieux. Je ne pense pas. Ronaldo est titulaire le Portugal, non, le capitaine. Mais non, c'est un process. Non, Ronaldo, c'est un capitaine. Non, mais au-delà de Ronaldo, c'est Messi. Au-delà de Ronaldo, il y a un autre joueur portugais. Il y a un autre joueur portugais. Lorsqu'il était transféré en Arabie Saoudite, il a posé la question à Martinez en disant: est-ce que j'aurai encore des chances d'être titulaire, d'être appelé en sélection nationale? Et Martinez lui a dit: écoute, si tu es performant, ben tu seras appelé. Oui, mais là, enfin, qu'on avance un peu, on parle de performance. Et c'est pas comme si. Pour résumer, le Cameroun a toujours eu des joueurs et le Cameroun en aura toujours. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va laisser les gens travailler? Si on laisse les gens travailler, je pense que des profils, il y en a. D'accord. Et il y a des joueurs qui souhaitent venir défendre les couleurs du Cameroun. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Et je pense que ce qui est de bon augure, c'est que Marc Brice nous a pu nous montrer sur le peu de temps déjà, d'accord, que lorsqu'il travaillait quelque part, en tout cas, c'était sous ces conditions et qu'à la fin, c'est lui qui décidait. Donc, moi, j'ai bon espoir que si on le laisse travailler, d'accord, de ce que j'ai pu observer aussi et des renseignements que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui aime aussi et qui fait confiance à la jeunesse. On a pu aussi entendre les très belles interviews donc de Zambouanguissa et de Nuno Gamaleu qui disent que voilà, c'est un coach qui est dans la pédagogie, c'est un coach qui est toujours en train d'encourager le jeu, etc. Je ne pense pas. Je pense que Zambouanguissa, je pense que c'est les grands garçons aussi. Pourquoi sur Rigo ne faisait pas la même? Voilà, je pense que c'est les grands garçons, ils ont pas leur... C'est rigolo, hein, frère. Non, mais en même temps, Zambouanguissa n'est pas habitué de donner la parole, mais quand vous l'entendez quand même dire que... D'abord, Divan. Non, je pense que Zambouanguissa, c'est pas le mec le plus volubile de l'équipe nationale, mais quand on l'entend parler et qu'il dit c'est plaisant de revoir la tactique en disant il faut laisser le temps, parce que c'est surtout cette phrase qui m'a plu sur son dos, il dit il faut laisser le temps à ce coach-là pour pouvoir implémenter, il a commencé quelque chose. Moi, je l'ai jamais entendu de mémoire dire quelque chose comme celle-là. Bien sûr, c'est un joueur qu'on voit comme qui est renfermé. Exactement, c'est quelqu'un d'assez taiseux. Tu parles de Zambouanguissa et moi, sincèrement, je suis très embêté aujourd'hui et même très remonté contre ce joueur, et il n'y a pas que lui. Je suis très remonté contre Zambo, je suis très remonté contre André Onana, je suis très remonté contre Vincent Baka aussi qui était là, parce que ce sont des cadres de cette équipe du Cameroun. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui quand j'ai vu cette équipe-là sous Marc Brice, en 5 jours de préparation seulement et 2 matchs qu'ils ont joué, c'est que ces mecs nous ont fait perdre 2 ans. Ils nous ont fait perdre 2 ans, pourquoi? Parce que, alors, je parlerai pas de ceux qui ont mis Rigobert Song, parce que si j'en parle, on me dira que, il coule en fait encore des scènes avec Samuelito, machin et tout le reste, c'est son front de commerce. Mais je reste sur les cartes de l'équipe, qui, à un moment, quand tu vois les séances d'entraînement de Rigobert Song, et tu vois comment l'équipe joue, à un moment, monsieur, tu t'appelles Zambouanguissa, tu t'appelles Vincent Aboubakar, tu t'appelles André Onana, tu dois pouvoir te lever et dire que c'est pas bon ce que je vois là. Excuse-moi. Je suis désolé, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, laissez-moi. Je veux rien entendre. C'est vrai que les Ukrainiens ont fait là l'euro. Il paraît qu'ils ont mis le sélectionneur de côté. Permettez que je chute. Alors, on a écouté Joseph Antoine Bell. On a écouté Bell, le patriarche, qui suit Equinox te dit que cette équipe jouait à l'aveugle. Les Lions, sous Rigobert Song, jouaient à l'aveugle. Et qu'aujourd'hui, en quelques jours de préparation, il a vu quelque chose vraiment se faire. Il a vu une équipe jouer ensemble, des joueurs qui étaient vraiment motivés et qui jouent ensemble. Et donc, moi, quand j'écoute tout ça, et je vois d'où on vient, sous Contestao d'abord, je vois comment il y a un truc qui se mettait déjà en place. Et je vois les 2 ans qu'on a quand même perdu sous Rigobert Song, mais laissez-moi dire au moins que M. Zambo, M. Abubakar, M. Onana, ils doivent être toujours camerounais, frère. Qui prennent les responsabilités et qui disent à Rigobert Song ou alors à la fédération que ce mec, il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas bon pour nous, Rigobert Song. Alain, excuse-moi, je pense que tu es en train de faire à cette époque-là, est-ce qu'ils avaient même le moyen de s'exprimer, l'occasion de s'exprimer? C'est la raison pour laquelle j'estime qu'en tant que candidat, il doit pouvoir le faire, il doit pouvoir s'exprimer. Excuse-moi. Tu es Manchester, tu es Abubakar, tu es un cadre, et tu dois parler à
quand tu parles, on t'exclut de l'équipe. Mais tu parles quand même. On écrit à ton équipe. Tu parles quand même un peu. Alain, calmons-nous. C'est pas parce que tu vas dans les idées que tu as forcément raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes, quand tu prends le cas André Onana, on a vu au Qatar, lorsqu'il a dit la fameuse, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que nous ne vivons pas dans le groupe. Parce que je ne suis même pas sûr que certains de ce groupe-là ne se sont pas révoltés. On ne sait pas. Parce que je peux te garantir peut-être que aussi la manière de jouer, c'était une manière de se révolter aussi en disant que... Voilà. Non, je pense qu'il y a prendre la parole, bon sang. Excuse-moi. Tu prends la parole à un moment, tu parles. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire forcément parce qu'il faut protéger certains joueurs. Mais je peux te garantir, qu'à l'intérieur, il y a beaucoup qui ont pris la parole pour questionner le schéma de jeu. Il y a beaucoup qui sont allés certainement vers le président de la fédération. Mais Alain, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont joueurs, ils sont pas coachs. À un moment donné, on demande à chacun. Mais les Ukrainiens, ils ont fait comment ils sont sortis, les Ukrainiens? Excuse-moi. Est-ce qu'ils sont sortis, les Ukrainiens? On a vu des joueurs qui contestaient Raymond Domenech en équipe de France. C'est pas comme s'ils sont allés dire à Domenech, mets-toi de côté, on va coacher. Les Patrice Evra, en 2008, il a fait en 2008. Ils ont mis Volker Finke de côté, ils ont coté l'équipe. Mais tu sais pas si ça s'est pas fait. Tu ne sais pas en fait. Tu n'es pas dans le groupe. Moi, je pose une question. Pour dire que est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a perdu 2 ans? Malheureusement, oui, mais clairement, ça c'est même pas un débat. On a perdu 2 ans, mais c'est pas la faute. C'est pas la faute. On est d'accord. Mais je veux pas en parler parce que si j'en parle, on va dire qu'il coule encore des scènes avec. Non, mais alors tu peux pas. Tu peux pas mais ils sont 4, ils prennent leurs responsabilités. Bon sang, vous ne direz rien de tout. Tu n'as pas la certitude qu'ils ne l'ont pas fait. Tu n'es pas dans le vestiaire, tu n'es pas dans la vie du groupe. Tu ne sais pas ce qui s'est dit. Ça va, vous avez raison. Moi, je suis un con, je connais rien au football. Et donc, je connais rien au football. Quand tu as un gardien de but, n'est-ce pas, non? Dont la marque de fabrique principale, c'est son jeu au pied. Et quand on arrive à en faire tout un pataquet jusqu'à l'exclure d'une compétition. Mais tu prends la parole! Mais il a pris la parole, monsieur, toi tu dis que Rigobert il est pas bon, Rigobert c'est tout! Monsieur, toi soutenu son entraîneur, juste puisqu'il a écrit même à l'intérieur de Milan. Et à la fin de Milan. la journée, c'est pas nous les Camerounais qui avons critiqué André Onana en disant comment il était tué, comment il est gagné. Tu n'es pas parmi. Tu n'es pas parmi, mais non. Combien de Camerounais ont pris un André Onana? Mais ils passent rien au football, ils ont tapé sur cet enfant-là au motif de défendre certaines personnes. Oui, de dire qu'il a imposé, de défendre les décisions des personnes. Alors que c'était, à la fin, on s'est rendu compte, comme tu as dit, qu'on a perdu 2 ans. Parce qu'on n'a pas osé dire la vérité aux gens. C'est tout. Yvan. Oui, mais Alain Denis, je ne sais pas si tu fais exprès ou alors ou tu as une amnésie sélective. Mais vas-y, c'est très gentil de ta part. Il faut pas qu'on ait la mémoire courte. Nous connaissons tous très bien cette équipe nationale. Ouais. Nous sommes tous très bien introduits dans cette équipe. Et on sait très bien que lorsque cet exécutif, avec à sa tête Samuel Eto'o, est arrivé à la fédération, leur première volonté était de caporaliser l'équipe nationale du Cameroun. Les Dave et Charles ont très bien fait de mentionner le cas du Qatar. De quoi parle l'exclusion d'André Onana au Qatar? D'une incompréhension entre lui et son entraîneur Rigobert Song. Une incompréhension qui avait pour antécédent justement le fait, une autre incompréhension avec l'entraîneur des gardiens Souleymane plusieurs mois à l'avant lorsqu'ils avaient été nommés. Après, quand tu es dans un groupe, tu ne vas pas tout le temps aller dans les médias pour raconter. Il y a aussi quand même une clause de silence. On parle pas des médias. Tu ne vas pas tout le temps aller mettre sur la rue ce qui se passe dans le vestiaire. Mais ce que les dirigeants de la fédération ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont coupé les têtes. André Onana qui était une des, probablement la bonne. On a vu qui a manifesté un certain nombre de mécontentements. On leur a coupé la tête. On leur a coupé la tête à Choupo-Moting. Quand on coupe la tête à 3 joueurs comme ceux-là, qui sont censés avoir de la personnalité, qui sont les cadres dans une équipe, vous êtes un jeune joueur qui arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez pas. Vous ne pouvez plus rien dire. Mais je parle des cadres. Après, tous les joueurs n'ont pas la même personnalité. Mais les cadres, on les élimine. Jean-Paul Anguissa, Vincent Boubacar n'ont pas forcément la même personnalité qu'André Onana, qui est capable de dire un certain nombre de choses en face. Et rien ne dit. La même personnalité qu'un gars de rien ne dit qu'ils n'ont même pas dit des choses. Rien ne dit. Rien ne dit. Quand ceux qui sont censés être, Alain Denis, même dans un groupe, il y a ce qu'on appelle les fortes têtes. Il y a ce qu'on appelle des leaders de vestiaire. C'est pas tout le monde qui prend la parole dans un vestiaire. C'est pourquoi c'était 3 mecs. Je te dis, quand on dit table, ça veut pas forcément dire qu'il a une forte personnalité.
Quand on dit cadre, c'est pas forcément une forte personnalité. Critiquer un certain nombre de dysfonctionnements, que ce soit administratif ou technique, vous avez vu ce qui leur est arrivé. Vous avez vu ce qui leur est arrivé, donc ne demandez pas aux joueurs de venir tout le temps. Ça n'existe dans aucune équipe au monde entier où à chaque fois qu'il y a un problème, un joueur vient devant les médias et raconte ce qui se passe. Ça n'existe nulle part. Citez-moi une seule équipe où ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça nulle part. Il y a des choses qui se passent dans le vestiaire. Nous ne sommes pas souvent dans le secret des vestiaires. Et les joueurs sont tenus par un devoir de confidentialité. Mais tu prends le cas des Ukrainiens. Regardons les joueurs qui ont été exclus à un certain moment, c'est pour avoir levé la tête pour critiquer un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'équipe. On le sait tous. Alors, ce que tu veux me dire, c'est que je ne dois pas dire que c'est la faute aux joueurs, c'est plutôt la faute à ceux qui ont nommé Rigobertson, c'est ça? Mais tu ne peux pas accabler les joueurs parce que tu n'as même pas la certitude sur laquelle ils n'ont pas parlé. Ils ne sont pas révoltés. Ce que moi je te dis, alors je sais que je connais rien au football, mais ce que je te dis, c'est que je ne veux pas parler du premier responsable, qui pour moi est celui qui a nommé Rigobertson. Je ne veux pas parler parce qu'on va dire que il coule, il en fait encore des siennes. Maintenant, je te dis, dans l'échelle des responsabilités, quand tu traverses ce niveau-là, eh bien, tu viens au niveau des cadres. Et ces mecs-là, pour ma part, ils nous ont foutu l'équipe pendant 2 ans. C'est Alain Denis, tu vois, tu as assisté aux entraînements et tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi tu es maintenant toi comme si... Ok, je vais une seule question. Est-ce que tu as l'impression que sur le stage qu'on vient de terminer là, le stage il y a 2 semaines là, que tout s'est bien passé dans cette équipe? Tu as ce sentiment, cette conviction-là, que tout s'est bien passé dans ce stage? J'en sais rien, mais tout peut pas toujours bien se passer. Donc, il y a forcément des choses à... Est-ce que donc tu as vu un seul joueur aller parler de ce qui n'a pas bien marché dans l'équipe? Non, c'est pas ce que je te dis, Yvan. Alors, je te parle d'un truc qui a duré 2 ans. C'est pas pour te dire, non, c'est pas pour te dire. Un truc qui a duré 2 ans et un peu plus, mon cher. Les choses qui sont bien faites. On parle d'un truc qui a duré 2 ans. Et d'un mec qui nous a fait perdre beaucoup de choses. Oui, mais Alain Denis, pourquoi est-ce qu'on en a un moment n'est plus dans l'équipe? Pourquoi on ne garde pas de l'équipe? Pourquoi on ne pas de l'équipe? On est d'accord quand on en a peut-être levé la tête, mais je veux dire que quand vous êtes 4, il y a certainement un petit cercle de discussion que vous pouvez avoir si mais il faut dans ce cercle vous Alain Denis, ça c'est dans un cadre normal. Donc depuis 2 ans, on est dans tout sauf la norme. Ok. Il faut qu'on soit dans un cadre normal, il faut qu'on les écoute. C'est comme à l'époque où il y avait le 1984. D'accord. Par exemple. Oui, il y avait l'époque du 1984, sauf qu'à l'époque du 1984. Mais ils n'ont pas de couilles, ça c'est Non, ils n'ont pas de couilles. Non, sauf qu'ils n'ont pas de couilles. Sauf qu'avant, ils avaient un président qui acceptait au moins la critique. Non, tout simplement. Parce que je ne pense pas qu'à l'époque, avec tout ce que le président à l'époque où il était joueur faisait, avec toutes les frasques qu'il a eues, avec toutes les sorties maladroites qu'il a pu avoir, d'accord, non? On l'a exclu. Lui était en 2014 où il avait poussé le bouchon un peu trop loin, il est passé en conseil de discipline, mais je pense qu'il y avait quand même un minimum donc de liberté, de considération. Je pense même pas de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a eu ces 2 dernières années, c'est que ces cadres-là n'étaient peut-être pas considérés à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'on ne les appelait pas dans le cadre, dans une espèce de concertation. On vous demande même pas votre avis. On vous demande pas votre avis. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ok, je comprends. Donc, ce sont des bébés, on va leur imposer. Non, c'est pas des bébés. On va leur mettre des bébés. Ils sont restés libéraux, ils vont rester à leur place. Ils sont restés à leur place de joueurs. Ils sont restés à leur place de joueurs. Et je te dis encore, Alain Denis, on n'a pas la certitude qu'en interne, ces joueurs n'ont pas pris le leadership. Tu ne peux pas les accabler. Ok, c'est compris. Messieurs, on est arrivé à la fin de l'émission. Toi-même, en tant que joueur à la santé, tu n'as jamais été un leader. Tu n'as jamais pris la parole. Moi, je coche mes amis. Salut.